Là, ça commence à ressembler à quelque chose en termes de son. Ah oui, c'est largement mieux là. Tu vois, il n'y a pas ce... Il a pas les basses dans les enceintes. Dans les enceintes, alors que les autres, ils essaient de pousser quelque chose. Ouais. Et comme il a une voix très basse en lui-même. C'est bien la rétroprojection. J'avais jamais fait en fait. C'est du plexi quoi, dépoli, sablé. Sablé d'un côté, de l'autre côté. Super beau. Super beau. I grew up surrounded at first with a Japanese community. A Japanese community, of course, that was also supported by other Arabs who used to come and visit. But I guess I used to have a large family when I was very young. With Japanese people living together in a Middle Eastern country where there aren't so many Asian people would, attract attention. L'Anabase et The Ugly One sont deux volets d'un travail que je fais depuis près de 5 ans maintenant, autour de l'Armée rouge japonaise, un groupuscule d'extrême gauche qui a commencé suite au mouvement étudiant au Japon, à Tokyo, dans les fins des années 60, et qui a la particularité de s'être déplacé de Tokyo vers Beyrouth, et où ce groupe de militants est resté dans la clandestinité pendant près de 30 ans, en luttant aux côtés de différents mouvements palestiniens. Le premier volet de ce travail s'appelle l'Anabase, et c'est un film documentaire dans lequel deux personnages évoquent leur récit, le récit de leur vie. L'un des personnages est Mei Shigenobu, qui est la fille de la fondatrice de l'armée rouge japonaise, et qui a un destin particulier parce qu'elle est moitié palestinienne, moitié japonaise de naissance, et elle a vécu sans existence réelle jusqu'à l'âge de 27 ans, c'est-à-dire jusqu'à l'arrestation de sa mère en 2000. Le deuxième personnage de l'Anabase, c'est Masao Adachi, et c'est un personnage qui m'a beaucoup intéressé parce que c'est une figure qui se place un petit peu sur le croisement du cinéma d'avant-garde et du militantisme extrême. Il a écrit des scénarios pour Oshima, pour Koji Wakamatsu. Il a réalisé ses propres films aussi, qui sont des films qui sont devenus de plus en plus politiques et qui ont souvent tourné autour de la question du terrorisme. Donc c'est un terrorisme qui est mis en scène dans son cinéma, à lui. Et il a eu un rôle plus ou moins controversé au sein de l'armée rouge japonaise. ですから映画の現場のアルバイトをやってはそのまま学生運動安保条約反対のデモの中に入ってて、その安保条約これだけの人が頑張ってやってるし勝てると思ってたんですが、実際には負けて日本とアメリカのセキュリティパックが成立してしまいます。Aujourd'hui, il vit encore au Japon, il enseigne l'écriture de scénarios dans une faculté au Japon. Il a réalisé un film depuis sa libération de prison. Il ne peut plus quitter le territoire japonais du fait de son passé judiciaire, il n'a pas de passeport. Et donc notre rencontre s'est faite comme ça autour de l'idée de faire un film. Et il y a eu une forme d'échange entre nous. C'est-à-dire que Masao Adachi m'a dit « Je te raconte mon histoire, en échange de quoi, quand tu iras tourner des images à Beyrouth, au Liban, un Liban dans lequel il ne peut plus se rendre, il me demande, en échange de son histoire, de lui fournir mes rushs, de lui donner mes images, pour que lui-même puisse faire son propre film à partir de mes images. » Donc c'est un documentaire un peu compliqué parce qu'il commence avec l'idée d'une transaction entre le réalisateur et l'un de ses sujets. Ah oui, mais du coup, il n'y a pas un truc qui dit que ça fait quoi à la fin? À la fin, ça va juste s'arrêter. Ah ouais, ça s'arrête. Suite à ce premier film, j'ai eu envie de poursuivre ma discussion, on va dire une espèce de collaboration conflictuelle avec Masao Adachi. Je pense qu'il y a des tas de choses qu'un documentaire ne peut pas dire. Si le sujet n'en parle pas, si c'est des zones de secret, si c'est des zones d'ombre, ça devient difficile de mettre ça dans un film. Et j'ai eu l'idée, puisque Masao Adachi est scénariste et cinéaste lui-même,
de lui proposer une deuxième collaboration, qui est le deuxième volet de ce travail qu'on fait ensemble. Je lui ai simplement demandé, je lui ai commandé un scénario pour un film qui va devenir The Ugly One, qui est une fiction qui met en scène l'histoire de 2 terroristes qui ont perdu la mémoire. Donc là où l'anabase est une forme de documentaire qui se frotte à la fiction dans la manière dont il est monté, dans la manière dont les histoires s'enchevêtrent, le deuxième volet, The Ugly One, est une fiction qui vient chatouiller le documentaire, parce que c'est une fiction qui est très largement inspirée de la vie de Masao Adachi, de ce qu'il a pu faire, de ce dont il se souvient, de ce dont il ne se souvient pas. Et il y a une thématique centrale qui est la notion de regret. La notion de regret pour un ex-terroriste, je pense que c'est une question assez chargée. Et le film prend ça en compte dans sa forme. Beiruto という事実性というよりもむしろベイルートについてのイメージがこういっぱいあって実際に最後に見た時もそうなんだけどC'est comment ça? C'est bon. C'est vrai? C'est une recherche assez longue qui donne lieu à une installation qui a plusieurs dimensions. Elle a plusieurs dimensions. Moi, à l'origine, je viens des sciences sociales. J'ai commencé en fait à m'intéresser à ce genre de sujet bien avant de faire des formes plastiques. Donc je reviens vers cette méthodologie de recherche qui est celle avec laquelle j'ai commencé à travailler à l'époque. C'était plutôt dans le champ de la science politique. Si j'ai quitté le champ de la science politique, c'est parce que j'avais une certaine frustration autour de la forme. Aujourd'hui, je travaille très différemment. Je travaille principalement ou bien avec des objets qu'on met au mur ou des œuvres sur papier qui flottent un peu dans leur interprétation, ou bien des objets filmiques qui déplient des espèces de formes narratives comme ça. Dans les documents qui sont rassemblés dans l'exposition, il n'y a quasiment que des documents dont je ne suis pas l'auteur en termes de fabrication de l'image elle-même, parce qu'en fait ce sont que des images trouvées dans la presse ou dans les photogrammes de films de Masao Adachi ou dans les photos de famille de Mei Shigenobu, ou aussi dans le cas des affiches comme ça à l'entrée. C'est des documents qui sont fabriqués par la CIA et par le département de la Défense aux États-Unis, qui sont des espèces de diagrammes qui permettent des diagrammes visuels pour essayer de reconstruire une architecture d'un groupuscule dont ils ne savent rien. Et à partir du moment où on travaille dans un rapport à l'histoire, un rapport au réel, ou bien on va refabriquer des images de toutes pièces, ce qui est le cas de The Ugly One, puisque c'est une fiction, tout est mis en scène, ou bien on travaille un matériau existant, documentaire, et ou bien on le présente de manière neutre dans une vitrine, ou bien on opère une transformation. Et ici, le plus souvent, il y a une forme de transformation. C'est très beau. Maintenant, je crois que je suis aussi quelqu'un qui a une habitude d'être très hétérogène dans ses formes, parce que souvent j'aime apprendre le médium que j'emploie au moment où je rencontre un nouveau sujet. Donc pendant longtemps, ça a été la photographie, en travaillant différents formats, finalement commençant au 24-36, un peu comme tout le monde, pour finir à la chambre 20-25 et faire des très 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 grandes images, comme des grands tableaux d'histoire autour du diptyque qui s'appelle The Dreadful Details, et qui traite de la représentation de la guerre, notamment celle d'Irak, mais la photographiée sur un plateau de cinéma de série B quasiment à Los Angeles. Donc on est toujours dans le rapport entre l'image et l'événement, dans un sens ou dans l'autre, ou l'événement et l'image. Comment se fabriquer une image, comment une image se fabrique, comment une image est interprétée, comment une image est comprise, comment une image change le réel lui-même, de par son existence en tant qu'image. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut regarder toute cette pratique depuis 10 ans d'un point de vue de rapport conceptuel à l'image, pas forcément dans une espèce de continuité formelle, parce qu'on n'en trouvera pas. Moi, j'ai toujours pensé qu'une très belle expo personnelle, pour moi, ça ressemblerait à une expo de groupe qui aurait été curatée de manière très précise.
C'est-à-dire qu'en fait, le propos dans l'exposition fonctionne de manière cohérente, mais formellement, on aurait très bien pu penser que c'est une expo de groupe. Parce que la continuité des formes moi, ne convient pas du tout à ma manière de travailler. Moi, je pense que fondamentalement, ce qui m'intéresse dans l'art aujourd'hui, c'est son rapport au réel. Je pense que voilà, je ne fais pas partie des artistes pour qui l'art pour l'art est un peu le manifeste. Voilà, quand je rentre à l'atelier le matin, j'ai assez peu souvent l'envie de faire quelque chose qui ne soit pas dans cette réflexion longue de notre rapport au réel et du monde qui nous entoure. C'est pas une histoire de fabriquer des formes qui nous permettent d'échapper au monde, ou qui nous permettent de faire abstraction du monde, ou qui nous permettent de clore le monde dans un univers complètement clos d'une forme d'expression artistique. Bon, par ailleurs, j'aime beaucoup le travail d'artistes qui font ça. C'est pas pour dire que ça ne m'intéresse pas ou que ça n'a pas de valeur. Je pense que j'ai plein de livres et j'ai beaucoup de plaisir à aller voir des expos d'artistes qui travaillent comme ça. Mais pour moi, l'art, c'est peut-être le seul champ dans lequel on a une totale liberté d'action et de fabrication de formes dans notre interprétation du monde.